Séquestrée durant 24 ans par son père, victime d'inceste donnant naissance à 7 enfants, voici l'histoire de Elisabeth Fritzl, l'une des histoires de séquestration les plus choquantes de ces dernières décennies. Hello, moi c'est Marion CTD et bienvenue sur ma chaîne dédiée aux affaires criminelles. La vidéo du jour m'a été proposée par l'une d'entre vous sous ma dernière vidéo qui traitait de l'affaire de la disparition d'un bus scolaire de Chowchilla avec ses 27 passagers à bord. Donc si vous l'avez pas vu, le petit il est juste là pour la retrouver. En ce qui concerne la vidéo du jour, c'est l'affaire de Elisabeth Fritzl qui a malheureusement été séquestrée, agressée et purple, pour pas dire le mot, mais je pense que vous avez compris, à l'avenir je dirai tout le temps purple, par son père durant 24 ans. Cette histoire, elle est très connue, peut-être que vous la connaissez même parce qu'elle était passée à l'international, elle avait fait vraiment un boom partout. Et il y a eu tellement d'articles, de vidéos ou de livres qui parlaient de cette affaire. D'ailleurs, j'ai acheté un bouquin donc qui s'appelle The Crimes of Joseph Fritzl Unco. Bref. Bon, en tout cas, par contre, c'est un livre qui est écrit en anglais. Donc, à chaque fois, je devais essayer de traduire toutes les pages pour comprendre. Je vous ai montré une page d'image, mais il y a du texte. Bref, si vous voulez, pourquoi pas avoir le livre, je vous mets le lien de où je l'ai acheté. Donc, c'est sur Amazon, mais je vous mets le lien de où je l'ai acheté dans la description et je vous mets également le lien de toutes les autres sources qui m'ont permis de écrire mon script. Bref, accrochez-vous bien. On va parler de l'affaire de Elisabeth Fritzl. L'histoire se déroule à Amstetten, en Autriche, à 150 km de la capitale. Nous sommes le 28 août 1984 lorsque Joseph et sa femme Rosemarie Fritzl déclarent la disparition de leur fille Elisabeth, née le 6 avril 1966, donc âgée de 18 ans à ce moment-là. Joseph prétend qu'elle aurait fugué et rejoint une secte, car par le passé, toujours en 84, elle avait déjà fugué, mais également en janvier de l'année précédente, durant 3 semaines, où elle était partie à Vienne avec Brigitte, une amie du travail, hébergée par un autre ami. Mais elle avait été rendue à ses parents après avoir été retrouvée par la police. Et cette fois-ci, le père d'Elisabeth dit qu'il a reçu un appel de sa fille via un numéro masqué, lui disant qu'elle avait rejoint une secte. Même si à ce moment-là, les autorités sont assez crédules d'avoir cru à cette histoire de secte, comme l'a rapporté plus tard l'ancienne ministre autrichienne Maria Berger qui dit, je cite, « En l'état actuel des choses, je considère qu'il y a une certaine crédulité, notamment concernant l'histoire de la secte avec laquelle le suspect a expliqué la disparition de sa fille. » Mais en tout cas, tout le monde est très loin de s'imaginer que Elisabeth Fritzl n'a en réalité jamais quitté la maison du 40 Ipstrasse, ou plutôt le bunker de 35 mètres carrés qui avait été construit en dessous de celle-ci par son propre père dès 1979 après avoir reçu un permis de construire, mais qui planifie de construire dès 1978, soit 6 ans avant d'y enfermer sa fille. Malheureusement, il n'a pas attendu 1984 pour faire du mal à sa fille, puisque lorsqu'elle était âgée de seulement 11 ans, il l'a purple en 1977. Dans un premier temps, je pense que c'est mieux que je vous présente d'abord qui est Joseph avant de vous parler des 24 années de séquestration pour que vous compreniez un petit peu qui est ce personnage. Joseph Fritzl est né le 9 avril 1935 à Amstetten. Il est l'enfant unique de Marianne Henning et de Joseph, même prénom, senior. Ils se sont mis ensemble 1 an avant la naissance de leur fils et Joseph, donc le petit, prendra le nom de famille de sa grand-mère, donc Fritzl. Il serait élevé uniquement par sa mère à l'âge de 4 ans, car son père avait rejoint la Wehrmacht. Bon, j'avoue que pour la prononciation, j'ai regardé sur Google Traduction en allemand, parce que sinon ça s'écrit comme ça. Bref, rapide leçon d'histoire, Wehrmacht étaient les forces armées unifiées par l'Allemagne nazie, établies par Monsieur le Moustachu en personne, si vous voyez de qui je parle. Et Joseph Senior, du coup, faisait partie de cette armée. Bon, par contre, il s'est fait prisonnier ensuite par les Russes. Étant né en 1935, vous l'aurez compris, Joseph connaîtra la guerre durant son enfance. Il faut savoir qu'à cette période, beaucoup de personnes se réfugiaient dans des maisons de Amstetten, dont les propriétaires étaient obligés de leur fournir un abri, dont Maria qui accueillait déjà beaucoup de locataires. Sauf qu'à un moment, il a été ordonné qu'elle accueille de nouveaux locataires, ce qu'elle refusa et se fit dénoncer aux autorités qui l'ont arrêtée et envoyée dans le camp de concentration de Mauthausen, instauré par le régime nazi. Joseph a donc dû passer les derniers mois de la guerre dans un orphelinat où on lui a annoncé le décès de sa mère. C'est faux. Le camp de concentration de Mauthausen sera libéré le 5 mai 1945
Et parmi les libérés, il figure Maria Nenning et aussi Simon Wiesenthal, bon, qui a rien à voir avec notre histoire, mais ça a été plus tard l'un des chasseurs de nazis les plus connus du monde. Bref, on reprend l'histoire. De retour à la maison en compagnie de Joseph, qui du coup la croyait décédée, mais finalement en fait elle l'était pas, donc il était plutôt contente de la retrouver, sauf que Maria a beaucoup changé depuis son retour du camp de concentration. Elle n'est plus la même, elle ne parle presque pas, elle est renfermée dans son coin et elle est plutôt même agressive. Joseph, qui qualifiait sa mère comme la meilleure femme du monde, mais aussi la plus stricte que nécessaire, déclara plus tard: « J'ai eu une enfance très dure, ma mère ne voulait pas de moi, elle avait déjà 42 ans, elle ne voulait tout simplement pas d'enfant et m'a donc traitée en conséquence, j'ai été battue. » Joseph a aussi ajouté qu'à l'âge de 12 ans, il ne tolérait plus être battu et qu'il a pris la décision de se défendre. Et suite à ça, elle le traitait de Satan. Il expliquera la dureté de sa mère car elle avait également eu une enfance difficile, qu'elle vivait dans une ferme étant enfant et qu'elle a dû travailler dès l'âge de 8 ans. En 1948, les Russes libèrent leurs prisonniers, dont Joseph Senior, et il tentera par la suite de rentrer auprès de sa femme et de son fils, mais Maria ne le laissera jamais rentrer. Et donc par conséquent, il refit sa vie avec une autre femme, ce qui vexera plutôt Maria, et elle racontera à son fils que son père est un raté, un irresponsable, un faible et un coureur de jupons. Et c'est l'image que gardera Joseph tout au long de sa vie, et par conséquent, il ne sera pas triste lorsque celui-ci décédera dans les années 50. En juin 1956, Joseph épousera à l'âge de 21 ans Rosemary, née le 23 septembre 1939, donc âgée de 16 ans au moment de son union, et ensemble auront 7 enfants, 3 fils et 4 filles, dont Elisabeth, née en 1966. Ils habiteront ensemble dans la maison de Maria au 40 Ipstrasse, Joseph étant le père dominant et tyrannique de la maison et était violent avec tous. Joseph, devenu adulte, tenait tête maintenant à sa mère avec qui il vivait toujours dans le 40 Ipstrasse, et apparemment il l'aurait fait prisonnière dans son grenier, caché des voisins à qui il disait qu'elle était décédée, et elle aurait fini ses jours, du coup, prisonnière de son fils en 1980, selon les articles que j'ai lus. Par contre, dans le livre, ils disent qu'elle a fini ses jours dans une maison de retraite. Donc, Durant des années, Joseph travailla dans des entreprises du bâtiment et dans l'ingénierie, et durant ces années d'activité, il aura également plusieurs logements, et en 72, il achètera une maison d'hôte et un camping avec sa femme, jusqu'en 96, soit un an après avoir pris sa retraite à l'âge de 60 ans. Mais avant sa retraite, il a commis plusieurs actes criminels. Le premier reconnu date de 1967, lorsqu'il est rentré dans la maison d'une infirmière de 24 ans qu'il avait l'habitude de suivre dans la rue jusque chez elle. Et durant l'absence de son mari, il s'est infiltré chez elle par la fenêtre qui était restée ouverte et il l'a purple en la menaçant de la tuer si elle ne faisait pas ce qu'il voulait. Il sera retrouvé et sera condamné à 18 mois de prison. Il a également été accusé du meurtre non élucidé de Martina Claudia Posch, une adolescente de 17 ans qui était partie le 12 novembre 1986 à 6h40 du matin pour se rendre à son arrêt de bus pour aller au travail, et vers 17h, elle avait rendez-vous avec son petit ami. Mais ne s'étant pas présentée au rendez-vous, son petit ami contacta la mère de Martina et cette dernière apprendra que sa fille ne s'était pas non plus présentée à son travail et n'est jamais montée dans le bus d'après des témoins. Son corps sera découvert 10 jours plus tard, enveloppé dans des bâches sur la rive du lac Montsy par des plongeurs. Après des examens médico-légaux, elle a été tuée par strangulation seulement 2 heures après avoir quitté le domicile de ses parents. Si Joseph a été suspecté de ce meurtre, c'est dû au fait que, au moment des faits, la maison d'hôte que Joseph dirigeait se trouvait juste en face de l'endroit où le corps de Martina a été retrouvé. De plus, elle ressemblait étrangement à sa fille Elisabeth. Maintenant que vous voyez un petit peu qui est ce personnage, nous allons pouvoir parler de l'histoire malheureuse de Elisabeth Fritzl, celle qui petite n'avait pas le droit de sortir de chez elle sauf pour aller à l'école et n'avait pas non plus le droit d'inviter d'amis chez elle. Nous sommes le 28 août 1984. Personne n'est présent à la maison du 40 Ipstrasse hormis Joseph et Elisabeth. Joseph demande à sa fille de venir au sous-sol car il a besoin de son aide pour transporter une porte jusqu'au garage qui se trouve à côté de la cave. Joseph demanda ensuite à sa fille de venir dans son bureau, près de la cave pour discuter avec elle dans un endroit privé. À savoir, aucun membre de la famille n'avait mis les pieds dans son bureau, pas même sa femme pour lui apporter un simple café. Seul Joseph pouvait y aller et avait les clés. Il faut savoir également que 2 jours avant, Elisabeth avait annoncé à son père qu'elle allait partir vivre avec sa sœur à Linz, ce qui avait déclenché une énorme dispute entre père et fille. Il la fit attendre à son bureau et est parti chercher quelque chose dans son garage. Il n'avait en réalité rien à lui dire.
Il arriva derrière elle, lui recouvra le visage d'une serviette imbibée de chloroforme qui a pour effet, s'il est respiré trop longtemps, de faire perdre connaissance à la personne qui le respire. Et c'est ce qui est malheureusement arrivé à Elisabeth, qui perdit connaissance et qui sera jetée dans sa nouvelle maison dans la cave, les mains attachées dans le dos. Quand elle se réveilla, elle ne savait pas où elle était, ni ce qui lui était arrivé. Elle n'avait pas totalement immergé, elle était désorientée et voyait double. Il n'y a ni fenêtre, ni lumière. Elle ne comprenait pas qu'il l'avait enfermée dans une cave puisqu'elle n'y avait jamais mis les pieds. Elle était allongée sur un lit. Elle essaya de bouger et se renda compte que ses mains étaient attachées dans son dos avec une chaîne reliée à un poteau en fer solidement vissé dans le sol en béton et lui avait également bâillonné la bouche. Elle regarda partout et vit une télévision, un magnétoscope, un lavabo, des toilettes, etc., etc. Et son père qui lui dit qu'il n'avait jamais voulu ça, mais que tout était de sa faute, qu'elle l'avait poussé trop loin, et repartit en prenant soin de verrouiller l'épaisse porte derrière lui. Les 24 premières heures, Elisabeth est restée seule, sans comprendre ce qui lui était arrivé, sans savoir ce qui allait lui arriver, si c'était une punition ou non, et si oui, combien de temps allait-elle rester là. Vient ensuite le deuxième jour. Vous inquiétez pas, je vais pas vous énumérer ce qui s'est passé chaque jour durant ces 8642 jours. Je vais vous parler surtout des points importants. Bref. Deuxième jour. Durant ce deuxième jour, il la frappe au visage, à la poitrine et l'étouffe à demi en mettant ses mains sur sa bouche et son nez durant environ 40 minutes. Puis détache ses mains et lui dit « Si tu ne fais pas ce que je te dis, la situation ne fera qu'empirer. De toute façon, tu ne peux pas sortir d'ici. » En effet, les portes sont en béton armé, donc bien costaud. Et il lui a dit aussi que la cave était équipée d'une alarme photosensible et que si elle ouvre la porte, elle sera gazée par un gaz mortel. Au cas où, c'est faux. Il la purple ensuite durant des heures et des heures, de même le lendemain, jours, semaines, mois et années qui suivent, il l'aura purple durant ses 24 années de captivité. Il lui a expliqué aussi pourquoi il avait acheté une télévision et un magnétoscope. C'était pour pouvoir regarder des films pour adultes. Et en plus de ça, il avait également acheté des accessoires du type vibromasseur et fouet. Il a forcé sa fille à écrire une fausse lettre dans laquelle elle explique qu'elle en avait marre de vivre avec sa famille, qu'elle logeait chez un ami et qu'il fallait que sa famille arrête de la rechercher, sinon elle quitterait le pays. Vient le jour de Noël, elle reste seule dans le noir et dans le froid car la cave n'est pas chauffée, pendant que ses parents et frères et sœurs partagent un repas ensemble et sont assez frustrés que leur sœur Elisabeth n'ait même pas daigné appeler pour leur souhaiter un joyeux Noël, s'ils savaient. Joseph se rendait au sous-sol presque tous les jours pour lui apporter de la nourriture, des habits, mais également pour la purple. Suite à ces purples incessants, Elisabeth tombe enceinte de son père à 20 ans, 2 ans après son enfermement. Son père est content de cette grossesse et dit à Elisabeth qu'elle devrait lui en être reconnaissante, car pour lui, un bébé c'est ce que toute femme veut. Mais elle finit par faire une fausse couche au bout de 10 semaines de grossesse. Les purples reprennent 2 fois par jour, c'est devenu une routine. Le 30 août 88, elle tombe de nouveau enceinte et accouche dans la cave d'une petite fille appelée Kerstin. Imaginez comment ça devait être horrible d'accoucher d'un enfant déjà dû à de l'inceste. En plus de ça, dans de mauvaises conditions parce qu'elle a accouché seule dans la cave, sans aide médicale ni rien. Joseph, lui avait apporté une paire de ciseaux pour couper le cordon ombilical. Il avait apporté également des couvertures et aussi des couches pour bébé qu'il avait achetées au marché de Linz. Donc Linz, c'est une ville voisine à Amstetten, pour justement pas se faire reconnaître, il a été là-bas. Et elle lui avait supplié aussi, quand elle était enceinte de 7 mois, de lui acheter un livre pour l'accouchement, sur l'accouchement, pour justement pouvoir savoir ce qu'elle devait faire. Donc elle l'a bien étudié, comme ça elle savait comment respirer, quand pousser et tout au moment des contractions. Pour le cordon ombilical, elle avait trempé les ciseaux dans de l'eau bouillante pour les stériliser, etc., pour pouvoir couper le cordon. Joseph n'a pas été présent du tout pendant l'accouchement, ni d'ailleurs pendant les 10 prochains jours, alors que d'habitude, il vient absolument tous les jours. Mais bon, malheureusement, ce ne sera pas son seul accouchement, puisque le 1er février 1990, elle donne naissance à un deuxième enfant, un petit garçon cette fois, qu'elle appellera Stéphane. Ces 2 enfants resteront enfermés avec elle à la cave, mais en ce qui concerne le 3e enfant qui naîtra le 29 août 1992 du nom de Lisa, qui malheureusement naîtra avec une malformation cardiaque. Mais bon, bien sûr, ils ne le savaient pas tout de suite, puisque Joseph ne les emmenait jamais chez le médecin. Ils en ont conclu déjà qu'elle avait un problème puisqu'elle pleurait beaucoup. Et c'est dû à ses pleurs incessants que Joseph commence à flipper sur la sécurité de l'insonorisation de sa cave. Genre, il n'est pas très sûr que sa famille d'en haut, donc Rosemary et tout, ils l'entendent. Qu'il a préféré trouver un petit stratagème, vous voyez, pour ramener le bébé en haut. Et c'est en mai 93, c'est le 18 mai exactement 93, qu'il décide de prétexter avoir trouvé le bébé Lisa sur le pas de la porte avec une note écrite par Elisabeth, bien sûr dictée par Joseph, disant « Chère maman et papa, je vous transmets ma petite fille Lisa.
Prenez soin d'elle. Vous vous demandez probablement pourquoi vous n'entendez parler de moi que maintenant, d'autant plus que cette lettre vous réserve une grosse surprise. Je l'allaite depuis 6 mois et demi. Désormais, elle ne boit que du lait au biberon et mange tout le reste à la cuillère. Je suis incapable de prendre soin d'elle. J'espère qu'elle ne vous posera pas trop de problèmes. Le bébé sera donc adopté par les Fritzl et elle subira une opération chirurgicale pour corriger sa malformation. La même année, avec 2 personnes en plus dans un sous-sol de 35 mètres carrés et 1,70 m de haut, Elisabeth fait continuellement des demandes à son père pour agrandir l'espace car ça devient vraiment étroit. Joseph accepte et c'est Elisabeth elle-même accompagnée de ses enfants qui se sont mis à creuser pendant des années et 20 mètres carrés seront ajoutés. Au fur et à mesure, Joseph leur apporte diverses choses comme un réfrigérateur, des jouets pour les enfants et même des animaux de compagnie comme un poisson rouge et un canari. Le 26 février 1994 naît un 4e enfant du nom de Monica et tout comme sa sœur Lisa, elle sera déposée sur le pas de la porte, mais cette fois-ci dans un landau, et c'est Rosemary qui découvrit la petite lorsqu'elle a entendu ses pleurs vers minuit le soir, je vais pas dire minuit le matin en même temps. Et donc du coup, elle va ouvrir la porte et puis elle voit la petite Monica et au moment où elle rentre la petite à l'intérieur, elle reçoit un coup de téléphone d'une voix enregistrée de Elisabeth. Et d'ailleurs, Rosemary, elle avait trouvé ça étrange puisque les Fritzl venaient de changer leur numéro de téléphone et donc Elisabeth ne pouvait pas connaître le numéro de téléphone des Fritzl puisque seuls Joseph et Rosemary connaissaient ce nouveau numéro. Nous sommes en 1996 et Elisabeth tombe de nouveau enceinte. Il lui reste quelques semaines avant d'accoucher, mais elle en est sûre, elle attend des jumeaux au vu de mouvements excessifs dans son ventre, mais également de sa forte prise de poids, contrairement aux fois dernières. Elle en informe alors son père de ses soupçons et lorsque le travail a commencé, Joseph lui rend visite environ toutes les quelques heures durant le travail. Un premier bébé né à 18h50 le 28 avril 1996 et il s'appellera Michael, suivi de Alexander. Malheureusement, quelques heures après l'accouchement de son premier enfant, celui-ci commence à avoir des problèmes respiratoires et au lieu de l'emmener aux urgences comme toute personne normale le ferait, Joseph dit simplement à Elisabeth « ce qui doit arriver arrivera ». Et le bébé décédera 3 jours seulement après sa naissance et Joseph l'incinérera dans un incinérateur au fond du jardin. Alexander, quant à lui, sera découvert de la même façon que Lisa et Monica avant lui et sera aussi adopté par la famille d'en haut. Durant les semaines qui ont suivi, Joseph a fait pas mal de voyages d'affaires et par conséquent, il avait laissé pas mal de nourriture, d'eau et aussi de suppléments vitaminiques à sa famille d'en bas. Mais ce qui mettait un stress aussi à Elisabeth du fait que quand il était là, elle n'était forcément pas bien, mais également quand il n'était pas là parce qu'elle ne savait pas quand est-ce qu'il allait revenir, s'ils allaient avoir assez d'eau et de nourriture. Le 16 décembre 2002, Elisabeth donne naissance à un 7e et dernier enfant appelé Félix, qui restera auprès de sa mère, de son frère et de sa sœur à la cave. Au début, Joseph, il voulait le remonter du coup avec la famille d'en haut, mais il s'est dit que 4 enfants trouvés, ça faisait peut-être un peu beaucoup. Le fait que Joseph ait eu 7 enfants avec sa famille d'en bas a été vu souvent comme une famille un peu miroir d'après ce que j'ai pu lire, par rapport au fait que sa famille d'en haut, il y avait eu 7 enfants et sa famille d'en bas également. Bon, même s'il y en a un qui est décédé. Nous sommes en 2007 et Joseph commence à imaginer le retour d'Elisabeth avec ses enfants pour un peu fusionner les 2 familles, donc celle d'en haut et celle du bas. Et donc du coup, il a fait écrire une lettre encore à Elisabeth qu'il a lue à Rosemary prétextant qu'il l'avait récupérée à la poste, disant que elle comptait revenir avec ses enfants. Joseph comptait réunir les 2 familles fin 2008, mais vers la mi-mars, Kerstin, donc la fille aînée de 19 ans, tombe gravement malade. Elle avait de l'aspirine à disposition, mais ça ne servait à rien, son état continuait de s'empirer, et donc Elisabeth, pour la première fois, s'est rebellée contre son père, puisque la vie de sa fille en dépend, et elle l'a supplié de l'emmener à l'hôpital, et il finit par accepter. Le 19 avril 2008, Elisabeth aide son père à transporter Kerstin jusqu'à l'étage de la maison, étage qu'elle n'avait pas revu depuis 24 ans, mais une fois rendue à l'étage, elle redescend à la cave pour retrouver ses 2 fils. Il est environ 6h du matin et les seules personnes se trouvant à la maison du dessus sont Lisa, Monica et Alexander, mais qui dormaient à point fermé. Joseph attend environ 1h30 et ensuite il appelle les secours en disant qu'il a trouvé une fille sur le pas de sa porte qu'il n'avait jamais vue auparavant. À 7h56, les secours arrivent et ils emmènent Kerstin à l'hôpital. Durant ce laps de temps, Joseph redescend à la cave et fait écrire une dernière lettre de Elisabeth décrivant les symptômes de Kerstin, puis à son tour se rend à l'hôpital.
Une fois rendu à l'hôpital de Moer-Amstetten, Joseph se présente au médecin comme le grand-père de Kerstin. Les médecins examinent la fille et remarquent différents symptômes, notamment une carence en vitamine D, dont la source principale est le soleil. Malgré que Joseph à la cave, il avait installé des lampes exprès et puis qui donnaient des suppléments vitaminiques. Ils ont également remarqué du coup qu'elle avait perdu la plupart de ses dents, qu'elle était amaigrie, qu'elle souffrait aussi de plusieurs défaillances organiques. Elle sera donc plongée dans un coma artificiel. Les médecins avaient besoin de plus d'informations médicales et pour ça, ils avaient besoin de la mère de Kerstin. Ils ont donc fait appel à la police qui l'a recherchée pendant 3 jours. Bon, bien sûr, ils l'ont pas trouvée. Ils ont donc lancé un appel télévisé le 21 avril 2008 pour que Elisabeth revienne, même si dans leur tête, tout ce qu'ils voulaient, c'était la coincer pour négligence envers enfant, même si elle n'y était pour rien, mais ils le savaient pas encore. Rappelez-vous que la cave est équipée d'une télévision et Elisabeth regardait la télé quand elle a vu que la police la recherchait. Et une fois que Joseph est retourné à la cave, elle s'est une nouvelle fois rebellée contre lui où elle a fait pression pour qu'il l'amène à l'hôpital et que ses 2 autres enfants donc, qui étaient avec elle à la cave, donc Stéphane 18 ans et Félix 5 ans, soient confiés à Rosemary. Il finit par céder du coup, et bon Joseph fallait bien qu'il trouve un petit stratagème à raconter à Rosemary, donc il a dit « Coucou, Elisabeth est de retour !» Et donc du coup Elisabeth a refait surface le 26 avril 2008. Une fois arrivée à l'hôpital, elle se fera interroger par le docteur Albert Reiter pour avoir des informations sur les antécédents médicaux de sa fille et d'elle-même. Mais Elisabeth ne parlait pas trop, et une fois l'entrevue terminée, la police arrête Elisabeth pour lui poser quelques questions en ce qui concerne la négligence qu'a subie sa fille. Et c'est au moment où la police menace Elisabeth de lui retirer ses enfants que Elisabeth parle enfin de son calvaire que son père lui a fait subir durant 24 ans. À 23h15, Joseph Fritzl, qui attendait dans une pièce voisine, est immédiatement arrêté et le calvaire d'Elisabeth se termine enfin. Toute la famille d'en haut ignorait que Elisabeth était enfermée depuis toutes ces années dans la cave. Elle et ses enfants ainsi que Rosemary ont dû se faire soigner dans un hôpital psychiatrique et médical d'Amstetten. La police n'a pas pensé Rosemary impliquée puisqu'ils trouvaient pas ça logique en fait qu'une femme puisse avoir eu 7 enfants avec son mari et lui permettre d'avoir 7 autres enfants avec sa propre fille. Et ils l'ont interrogée qu'une seule fois, Rosemary. Et elle avait l'air d'être dans un état très fragile. Et de toute façon, Elisabeth avait disculpé sa mère puisqu'elle avait dit que durant ses 24 ans, seul son père se rendait dans la cave pour lui apporter une nourriture, etc. Le 15 mai 2008, à 9h, Kerstin sort enfin du coma lorsque le docteur Reiter lui prodiguait des soins. Il dira qu'elle a ouvert les yeux. Il lui dit « Kerstin, bonjour Kerstin ». Et elle lui répondra « bonjour ». Et il lui dit « une nouvelle vie a commencé ». Kerstin a enfin pu revoir sa mère et ses frères et sœurs avec qui elle vivait à la cave, mais également ses frères et sœurs qui vivaient au-dessus, donc Lisa, Monica et Alexander. Et elle a aussi pu rencontrer pour la première fois sa grand-mère, Rosemary. Kerstin récupère doucement mais sûrement, elle était enthousiaste à l'idée d'être enfin libre, elle disait au médecin qu'elle rêvait de partir en croisière et d'aller à un concert de Robbie Williams dont elle était fan au point que carrément elle dansait et chantait sur ses chansons qui passaient à la télévision dans sa chambre d'hôpital alors qu'elle était censée se reposer. Elle sortira de l'hôpital le 10 juin 2008. Après l'arrestation de Joseph, un test ADN a été effectué et il a bien montré qu'il était le père de tous les enfants qu'Elisabeth a mis au monde. Les autorités ont également ordonné une évaluation psychiatrique de Joseph, âgé de 73 ans à ce moment-là, et c'est la psychiatre Adélaïde Kastner qui a rencontré l'accusé à de multiples reprises en prison et d'après son rapport d'expertise de 130 pages, il a confié avoir un mauvais fond et être né pour Purple. Après ses nombreuses entrevues avec lui, elle conclut que Joseph présente des troubles graves de la personnalité, des profondes déviances sexuelles et qu'il a une irrésistible soif de pouvoir et de domination sexuelle. D'après elle, pour la protection de tous, il devrait être interné dans un centre psychiatrique de haute sécurité car il présente un risque aigu de récidive. Si vous vous en souvenez, Joseph a plusieurs filles. Donc la question se pose, pourquoi Elisabeth et pas une autre ? Et il dira « Comme moi, Elisabeth a une forte personnalité. Comme moi, elle était très têtue. Plus l'ennemi est grand, plus la victoire est grande. » Le procès de Joseph Fritzl commença le 16 mars 2009 à 9h30 à Saint-Polten, qui est la capitale du Land de Basse-Autriche, présidée par le juge Andrea Humer. Cette affaire était énormément médiatisée, d'autant plus que beaucoup se rappellent encore de l'affaire de Natascha Kampusch, qui avait été dévoilée seulement 2 ans avant celle des Fritzl et qui avait fait le tour du monde.
À la vue des photographes, Joseph chercha à cacher son visage à l'aide d'un classeur bleu jusqu'à ce que les photographes quittent la salle d'audience. Il est accusé de purple, d'inceste, d'esclavagisme, de séquestration et de meurtre par rapport au petit Michael, le petit bébé qu'il aurait pu sauver s'il avait amené aux urgences mais qu'il a préféré laisser mourir. Il a plaidé non coupable pour ce meurtre, mais également pour esclavagisme. Il a aussi nié le fait qu'il menaçait ses enfants de les gazer mortellement s'ils tentaient de s'échapper. Le frère aîné d'Elizabeth, Herald, est le seul de la famille à être venu témoigner contre son père lors de son procès. Il affirmait que lorsqu'il était enfant, celui-ci le battait. Joseph changera son plaidoyer de non coupable à coupable après avoir vu la vidéo d'enregistrement du témoignage de 11 heures d'Elizabeth qui racontait le calvaire qu'elle a vécu durant ses 24 années. Joseph a pleuré à la vue de cette cassette et lorsqu'il s'est retourné, il a vu que sa fille Elizabeth se trouvait dans la tribune. Il n'était pas au courant et c'est à ce moment-là qu'il a compris que tout était fini pour lui. Après un procès de 4 jours, Joseph Fritzl sera reconnu coupable et sera condamné à, alors attention, préparez-vous à l'énumération, réclusion à perpétuité pour meurtre, 20 ans pour réduction en esclavage, 15 ans pour purple, 10 ans pour privation de liberté, 5 ans pour coercition et 1 an pour inceste. Voilà. Il sera emprisonné dans un centre de détention psychiatrique. Elisabeth ainsi que ses enfants souhaitent garder l'anonymat pour continuer à vivre tranquillement loin des médias. Elisabeth a reçu une aide financière de 60 000 € ainsi qu'un don de 25 000 € de la part de Natasha Kampusch. Elisabeth et ses enfants ont changé de nom et sont partis vivre dans un petit village autrichien. Et Elisabeth aurait trouvé l'amour auprès d'un des agents de sécurité de la famille. La relation entre Elisabeth et Rosemary n'a pas été très tendre au début, puisque déjà dans un premier temps, les enfants de Elisabeth qui vivaient au-dessus ont continué à appeler Rosemary maman, mais également parce que sa mère Rosemary ne protégeait pas assez sa fille. Exemple, lorsque Joseph s'est fait emprisonner pour viol en 67, Rosemary l'a laissé re-rentrer dans leur vie. Le problème, c'est que Rosemary était vraiment sous l'emprise de son mari tyrannique et rabaissant, comme l'a rapporté Christine, la sœur de Rosemary. Actuellement, les tensions entre les deux femmes se seraient apaisées et Elisabeth autoriserait même sa mère à rendre visite à ses 3 enfants qui vivaient avec elle au-dessus et elle leur rendrait visite une fois par semaine. Par rapport à Rosemary, elle vit dans un petit appartement toute seule. Que devient Joseph Fritzl? Alors déjà, dans un premier temps, il a perdu toute sa fortune, Il a également divorcé de Rosemary en 2012 parce qu'elle ne lui rendait pas visite en prison et qu'elle ne répondait pas à ses lettres. Il a également changé son nom de famille Fritzl en Meyroff et depuis 2019, son état de santé se détériore. Actuellement, il est âgé de 88 ans et continue de purger sa peine. En ce qui concerne le petit poisson rouge et le canari qui vivaient avec eux dans la cave, je n'ai pas trouvé plus d'informations, mais je pense qu'on peut dire RIP. C'est tout pour aujourd'hui. Petite surprise pour le mois d'octobre qui est le mois d'Halloween et donc pour moi c'est le mois glauque on va dire. Je vous prépare tous les vendredis une vidéo affaires criminelles, donc vendredi 6, 13, 20, 27, donc 27 c'est le dernier mois d'octobre. Voilà, j'espère que je vais réussir à tenir la cadence parce que j'ai pas que ça, à côté j'ai aussi les vidéos courtes, transitions et tout, qui demanderont du coup des maquillages d'Halloween, donc ça me prendra aussi du temps, donc j'espère que je vais tenir la cadence, Priez pour moi. Sinon, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Et puis du coup, le YouTube Short, si vous voulez voir du coup les vidéos courtes que je vous parle, les transitions. Donc suivez-moi sur mes autres réseaux sociaux. Et je vous dis à vendredi 19h pour une nouvelle affaire criminelle. Et je vais essayer de faire sur des thèmes un peu Halloween. Bisous!